En 1900, pour vous dire, il y a à peu près 400 millions d'Européens, il y a 100 millions d'Africains. Et c'est pour ça qu'on colonise l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on conquiert l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on installe des pieds noirs, des ceci, des cela, parce que c'est vide. Alors que l'Europe est pleine. Il faut bien comprendre ça. Tout ce qui s'est passé au XIXe siècle, la conquête des États-Unis, Ellis Island, vous savez, tout le monde qui débarque comme ça à New York, etc. Mais c'est parce que le territoire américain est vide. Il est vide. Il y a 3 tribus d'Indiens qui vont massacrer copieusement. Mais aujourd'hui, les Indiens, c'est nous. Quand on vous dit, vous avez déjà entendu des politiques et autres dire il faut un Ellis Island français, nous sommes une terre d'émigration, nous allons être comme New York, nous devons faire un musée, etc. Moi, je leur dis toujours, mais vous avez tout à fait raison, mais les Indiens sont qui? Vous nous avez pris pour les Indiens, quoi. Mais c'est ça. Ne riez pas. C'est ça qui va se passer. Nous sommes promis au statut. Éric, moi je te connais, toi tu me connais pas, mais c'est pas grave. Mais moi je vais te mettre dans une situation très délicate. Ma question, vous avez une maison privée ou vous habitez en bâtiment? Un immeuble. Ça a été construit par des immigrés. Ils ont construit nos maisons. Si, non mais attendez. Ils ont construit nos maisons. Pourquoi aujourd'hui les dénigrer? Pourquoi tout simplement il n'y a pas un peu plus de douceur dans ces gens qui sont vieux, qui sont morts maintenant, la plupart même, ces immigrés qui ont quand même construit un petit peu nos HLM, on va dire. Allez, on va être gentils. Et maintenant, pour les immigrés, il faut, si vous voulez, que quand vous me dites ils ont construit la France et tout, il faut arrêter avec ça. Je vais vous dire en 2 mots. Mon immeuble, il date de 1840. Il n'y avait pas d'immigrés. Et pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens. Soyez honnêtes. Non, je vous taquine, je vais vous dire pourquoi. Vous, je vous taquine parce que votre question était gentille. En revanche, je dis ça parce qu'il y a une propagande. Je parlais au tout début de mon intervention sur les immigrés qui ont fait la France. Vous avez raison, ils sont venus, ils ont travaillé très dur, etc. C'est pas le sujet. Mais ne disons pas ils ont fait la France. Ça, c'est injuste. Vous comprenez? C'est cruel pour les Français, tout simplement, qui ont fait ce pays et qui sont là depuis 1000 ans. Vous comprenez? Il faut respecter tout le monde. Et il ne faut pas tomber dans la propagande. On a un destin de diaspora. Ils auront la nationalité française, ils auront la nationalité américaine, mais ils ne seront pas français. Sois français, mais ne deviens jamais. Ça, c'est pas de l'immigration. Ça s'appelle de la colonisation. Parce que qu'est-ce que c'est que la colonisation? Quand les pieds noirs, je connais bien le sujet, vont en Algérie, ils se disent pas on va devenir arabo-musulman. Ils se disent on va rester français. C'est des colonisateurs. Quand les Anglais vont en Inde, ils se disent pas on va devenir indien. Non, ils se disent on va rester anglais. Ça s'appelle une colonisation. Donc, quand des gens viennent en France et disent moi je veux la nationalité française, mais mon fils s'appellera Mohamed ou Absatou. D'ailleurs, islamiste en arabe ça n'existe pas. Voilà. L'islamisme non plus. L'islam, c'est tout. C'est une nuance qui n'existe pas. Et d'ailleurs, en français, cette nuance a été inventée uniquement pour des raisons sémantiques, pour aligner l'islam sur toutes les autres religions. On disait christianisme, catholicisme, protestantisme, judaïsme, bouddhisme, et on disait islam. Donc on a dit islamisme au XVIIIe siècle pour ça. Et pendant tout le XIXe siècle, tous les grands écrivains disent islamisme, ils disent islam et islamisme indifféremment. Et ce n'est que depuis 20 ans, comme par hasard, qu'on a trouvé un distinguo absolument génial, qui est l'islam c'est gentil, l'islamisme c'est méchant. Une découverte absolument extraordinaire. Donc si vous voulez, comme moi, malheureusement, ça fait longtemps que je lis plus le Club des Saints, donc j'ai essayé d'aller... J'assume tout. Oui, mais il y a une chose est assumée. Ah non, mais attendez. Donc moi j'assume tout. Et comme disent les Anglais, my country, c'est my country. Okay, je peux Raphaël Antoine. Oh, c'est mal. Oh, des intérêts nationaux, des égoïstes nationaux, des travers nationaux. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Tout le paradoxe d'Emmanuel Macron. Il fait la guerre à un virus et il fait pas la guerre à des soldats du djihad. Vous savez,
il est toujours à contretemps. Évidemment que c'est un attentat islamiste, évidemment quand quelqu'un tue 2 personnes en criant Allah Akbar et que la presse dit on s'interroge sur ses motivations. Bah ouais. Ça c'est sûr qu'il voulait manifester, il voulait protester contre la baisse du niveau du baccalauréat ou le réchauffement climatique. En criant Allah Akbar, on sent bien que les motivations, ça peut être que ça. Le parquet. Et puis alors on a eu... j'ai trouvé la presse très élégante. J'ai noté une formule de France Info. Le suspect était très agité et inquiet en raison du coronavirus et du confinement. Formule extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Alors, on a l'impression d'une... Oui, on a l'impression d'une lettre d'excuse d'une maman à son fils qui a manqué l'école. Il était inquiet à cause du coronavirus et du... S'il avait été inquiet, il aurait pu attaquer ses compatriotes soudanais avec qui il vivait. Hein. Non, il a quand même demandé à une victime si elle était musulmane. Mais à part ça, il était très inquiet avant de tuer, pour tuer ou ne pas tuer. Le ministre de la Justice, Madame Belloubet, a eu la bonne idée de libérer, de sortir de prison 5000 ou 6000 personnes. Comme ça. Histoire d'animer un peu le débat. Mais c'est un système de pensée et quand les personnes craquent, paf, ils se réfèrent à ça, et ils passent à l'acte et ils deviennent des soldats de Daesh. C'est ça le miracle de Daesh. Il a fait un système où n'importe quelle souris peut devenir un djihadiste à tout moment. Non mais vous vous rendez compte que Eric Zemmour, il dit qu'on l'excuse et qu'on le justifie. Que vous les excusez. Donc moi je vais craquer parce que je vais être énervé du confinement et je vais prendre un couteau et je vais égorger mon camarade Eric à côté. Et parce que soudain, j'aurais été vraiment énervé par le confinement. Zemmour. Bonjour. Alors, moins d'une semaine après la nomination du gouvernement, on a le sentiment qu'il y a dans l'air comme un début de Taubira bashing, hein, pour reprendre cette expression américaine, autrement dit une concentration des attaques et des critiques contre la ministre de la Justice. Mais Eric, vous estimez, vous, que c'est elle, en fait, qui a tendu le bâton en apparaissant trop manichéenne? Il faut combler le vide juridique. Il faut réprimer, il faut sanctionner ce délit grave, il faut défendre les victimes. Dès son arrivée place Vendôme, Christiane Taubira s'est montrée impitoyable. Avec des accents presque sarkozystes, elle s'est émue de la souffrance des victimes et a promis de pourchasser leurs bourreaux, d'être dure avec le crime et les criminels. Le crime, c'est le harcèlement sexuel. Et les criminels, ce sont les hommes. La harceleuse sexuelle est une espèce encore rare et les plaintes d'hommes plus encore. Mais interdit de rire, trêve de gaudrioles, de gauloiseries, de blagues salaces, lourdes, de mains baladeuses. Ce crime doit retrouver le chemin du code pénal, d'où le Conseil constitutionnel l'a sorti inconsidérément, et les harceleurs le chemin de la prison. Écoutez, mais jusque-là, je vois pas où est le problème. Mais Christiane Taubira sait aussi redevenir douce et compatissante. Compréhensive, une maman pour ses enfants. Ces pauvres enfants qui volent, trafiquent, torturent, menacent, raquettent, violentent, tuent aussi parfois. Ils sont encore des adolescents, mais certains sont des chefs de gang redoutés. D'autres sont encore apprentis, mais ils apprennent vite. Le trafic de drogue rapporte énormément, cela donne envie de progresser. Ils sont souvent les véritables patrons de leur quartier, faisant régner la terreur, mais jouant aussi les banquiers généreux de nombreuses familles. Les offices HLM et les grandes surfaces y sont massivement payés en argent liquide. C'est peut-être en raison de ce rôle social que notre ministre de la Justice de gauche est pleine de sollicitude pour eux. Elle se précipite dans une prison pour assister à un match de basket entre prisonniers et surveillants. Un basketteur en profite d'ailleurs pour s'évader. Elle supprime le tribunal correctionnel pour adolescents récidivistes créé par le précédent gouvernement. Les juges pour enfants vont retrouver leurs ouailles. Elle annonce aussi son intention d'abolir les peines planchées pour ces mêmes multirécidivistes qui contraignaient, au nom d'une lourde réalité pénale, certains de ces juges à sortir de la culture de l'excuse. Mais la réalité, Christiane Taubira n'en a cure. Elle applique un dogme. Ses évangiles sont la fameuse ordonnance de 1945 sur la délinquance juvénile qui privilégie l'éducation. Pour Taubira, comme pour son mentor Pierre Joxe, ancien ministre de Mitterrand, avocat sur le tard, ces pauvres enfants sont victimes d'une société qui les rejette par xénophobie et racisme. En quelques jours, Taubira a choisi ses victimes, ses bourreaux. Les femmes, les jeunes des banlieues sont dans le bon camp à protéger, les hommes blancs dans le mauvais. Après tout, les femmes votent majoritairement à gauche depuis 1980 et dans les banlieues, Hollande a réalisé des scores de dictateurs africains. Mais en quelques jours, la ministre de la Justice a pris de vitesse son collègue de l'Intérieur, le Premier ministre et le président de la République lui-même. Elle a donné une couleur angélique au début de la gauche, qui la ramène là où elle ne voulait pas forcément revenir. Et c'est signé d'un Z. Z comme Zemmour. Éric Zemmour, c'est chaque matin sur RTL.